Everybody say we got a new friend. Does she love me better than I can? Cette semaine, partons pour un voyage zen au monastère de Ryumanji. Olivier nous initie à la méditation. On accompagne sa respiration dans toute la posture, dans tout le corps. Kankyo nous partage sa vie de nonne nouvelle génération. J'ai pas TikTok. Pas encore. Non, mais non. C'est bon. Annette et Dominique nous introduisent à la cuisine bouddhiste. Le petit déjeuner de Genmai, c'est un gruau de riz. Saigyo nous fait découvrir les secrets de la vie traditionnelle. Les petits points, c'est le grain du riz. I keep dancing on my own. And Aujourd'hui, je vous propose de vous reconnecter avec vous-même, d'aller explorer votre vie intérieure. Laissez-vous bercer par votre respiration. Fermez les yeux. Inspirez. Expirez. Je vous propose de découvrir la pratique du zen dans l'unique monastère du Grand Est, situé à l'entrée des Vosges du Nord, un véritable havre de paix que l'on doit à Maître Wangen. Olivier, si ce lieu existe, c'est grâce à vous. Et comment l'histoire a-t-elle commencé ? Alors c'est pas tout à fait que grâce à moi, j'en fais partie, mais c'est également toute la communauté des pratiquants bouddhistes zen de l'ensemble de la région, de l'Est de la France et du Sud de l'Allemagne. Nous formons un groupe uni depuis plus de 40 ans maintenant, que nous avons à un moment donné décidé d'acheter, de créer un monastère zen. Pourquoi ici ? Alors ici, parce que toutes les conditions étaient réunies, favorables. Nous sommes dans un endroit extrêmement calme, mais en même temps, on n'est pas coupé du monde. Le village est à proximité. Et ça, c'est important pour vous d'accueillir tout à chacun. Absolument. Ici, c'est un lieu totalement ouvert où toutes les personnes qui souhaitent pratiquer le zen, le bouddhisme, la méditation sont évidemment les bienvenus. Vous, cette vocation, elle est arrivée quand et comment ? Je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque j'ai commencé la pratique de la méditation zen à 17 ans, où j'ai eu la grande chance de rencontrer Maître Taisen Deshimaru, qui est le maître japonais qui a vraiment amené, enseigné la pratique du zen en Europe et particulièrement en France. Au bout de 24 ans, la communauté s'est quand même étoffée et donc il a fallu un peu pousser les murs. Je vois d'ailleurs un nouveau bâtiment émerger. Voilà, c'est un nouveau dojo qui pourra accueillir plus d'une centaine de personnes, qui est un bâtiment autonome au niveau énergie, et avec un toit végétalisé qui va s'inscrire donc complètement dans le paysage. Comment est-ce qu'on vit au quotidien dans un monastère comme celui-ci ? Autonome, en autarcie, un peu des deux ? Un peu des deux, dans la mesure où dans un monastère zen, tout est fait par les membres de la communauté. Nous faisons la cuisine, nous faisons le ménage, nous prenons soin de tout dans les bâtiments. Mais pas en autarcie, parce que évidemment nous devons acheter pas mal de produits à l'extérieur. En revanche, on a ici un potager en permaculture depuis plus de 20 ans et on a un jardin de plantes médicinales. Ah oui, quand même. Oui, oui, et nous fabriquons nos propres tisanes. Nous n'importons pas de thé du Japon. Très bien. Voilà. Au monastère de Ryumanji, la journée est rythmée par l'enseignement, les travaux collectifs et la méditation assise que l'on appelle le zazen. C'est la pratique grâce à laquelle le Bouddha s'est éveillé il y a 2600 ans. Elle constitue le cœur du zen. Et chaque jour, les 25 moines et nonnes du temple y dédient 1h30 au lever du jour, puis 1h30 en fin de journée. Et justement, Olivier me propose une initiation.
Qu'est-ce que vous pensez de cet engouement sur la méditation, l'introspection, le développement personnel? Vous y êtes favorable? Évidemment, je crois que ça répond à un besoin naturel, à une espèce d'exigence. Nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus hors sol, où les choses vont vite, où on perd le rapport à nous-mêmes. Et on voit à quel point beaucoup de personnes sont en souffrance parce que justement, elles ont poussé les choses trop loin. Et on en arrive aux dépressions, au burn-out. Il y a un moment où ça lâche. Hein. On a besoin de ces moments de silence, d'apaisement. C'est très sain, S-A-I-N. Hein. Nous sommes dans un cadre monastique, avec donc des horaires, des gestes ritualisés. Alors est-ce que c'est si strict que ça? Au début, ça peut être considéré un peu comme une contrainte, mais très vite, on en voit les bienfaits. D'être plutôt dans le fait de suivre, de s'abandonner aux choses, et non pas de toujours être dans son désir personnel. Et ce n'est pas non plus de l'ascétisme, hein. Ce sont des choses, je pense, de bon sens. La posture de méditation est très importante dans notre tradition, parce que le corps est tout le temps présent. Notre esprit s'échappe, il est voyageur. Donc on est assis d'une façon stable. Le plus important, c'est d'essayer d'avoir les genoux sur le sol, d'être bien assis au milieu du coussin, encore une fois pour trouver cette stabilité naturelle. Voilà, on place les mains comme ceci, la main gauche dans la main droite, avec les pouces qui se rejoignent au-dessus. On redresse la colonne vertébrale et on met la tête dans le prolongement de cette colonne. Le regard est posé devant soi, on ne regarde rien, mais on tourne toute cette concentration que nous avons habituellement dans le regard vers l'intérieur. On respire avec le nez et on accompagne sa respiration dans toute la posture, dans tout le corps. Et quelles que soient les pensées qui peuvent apparaître, on les laisse à elles-mêmes. Kankyo est arrivé à Weiterswiller à l'âge de 26 ans pour une simple retraite et n'est jamais repartie. Il y a 4 ans, elle a transformé un ancien élevage de chevaux attenant au temple en une ferme refuge pour animaux. Un projet qui se double d'une réflexion sur le respect de l'environnement et le don de soi. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! C'est notre doyen. Quel âge il a? 31 ans. Mais non. Si. À mon avis, il doit être heureux ici. Il a une belle vie, ouais. Salut. Alors, voilà. Alors ils perdent beaucoup de poils. Hein. Ça c'est le poil d'hiver en fait. Ah oui, effectivement. Ce prénom de Kankyo, est-ce que c'est un prénom que tu as choisi ou est-ce qu'on te l'a donné quand tu es devenue nonne? Oui, c'est un prénom qu'on reçoit, qui nous est donné au moment de l'ordination, lors d'une cérémonie. Ça veut dire observation du miroir de l'univers. C'est magnifique. Ouais, ça. tout un programme. Hein. C'est en fait l'idée de se connecter à plus grand que soi. Et donc moi j'ai l'espoir qu'en fait un lieu comme ça, où on a quand même une démarche résiliente, une démarche responsable et aussi on apprend à mieux se connaître, à travailler sur les peurs, etc. Qu'un lieu comme ça ce soit utile pour les générations futures. En fait être nonne c'est pas juste pour soi, c'est vraiment déjà une démarche, on a envie d'être au service, de contribuer. Et puis cette manière d'être, ça donne vraiment du sens à la vie. Hein. Ils font ça quand ils sont contents. Tu es content? T'es content de te faire brosser? En ayant parlé avec plusieurs d'entre vous, je me rends compte que la pratique du zen est arrivée à des moments parfois difficiles.
Est-ce qu'il y a des gens qui viennent au zen de façon plus facile ou J'ai l'impression que quand même quand il y a une crise, ça nous enseigne quelque chose et souvent il nous faut des sortes d'impulsions pour pouvoir changer de vie. C'est pas forcément tragique, hein. Moi, quand je suis venue au monastère, c'était un appel et c'était extrêmement joyeux, quoi. Et au bout de 22 ans, tu es heureuse de ce parcours, de ce choix? Ah oui, alors vraiment complètement. Ouais. C'est pas toujours facile parce qu'il y a pas mal de défis. Moi, je suis assez inquiète en ce moment de l'évolution de la société, le monde, le changement climatique. Donc il y a quand même tout ça en fond sonore de nos vies. Mais d'un autre côté, être dans ce cadre-là, ça permet de contribuer, ça permet de faire quelque chose d'utile avec le temps qui reste. Olivier m'a expliqué que vraiment le monastère était tourné vers l'extérieur. Et alors, vous êtes très 2.0, et toi notamment. Chaîne YouTube, blog. J'ai pas TikTok. Pas encore. Non, mais non. C'est bon. Ça prend du temps à faire. Ça prend du temps, oui, c'est ça. En fait, dans les années 2000, on s'est posé la question, avec beaucoup de personnes au temple, est-ce qu'on allait aller vers les réseaux sociaux, vers les nouvelles technologies ? Parce qu'évidemment, par goût, peut-être on ne sait pas vers quoi on est attiré de prime abord. Mais en fait, on a envie d'être en contact avec la société, avec l'évolution de la société telle qu'elle est. Et des blogs, des vidéos, des publications, des posts, ça fait partie de ça, ouais. Et tu as plaisir à le faire ? De moins en moins. Je dois pas le dire. Écoute, il faut que quelqu'un prenne le relais peut-être aussi. Oui, hein, c'est peut-être ça. Non, c'est pas que j'aime bien communiquer. Donc c'est quand même des formidables outils pour faire passer des messages. Mais c'est vrai que le virtuel, je préfère ici. Hein. Bah, bien évidemment. Donc, de trouver ça va être bien dans l'image. Un cheval qui toujours comme il veut, en fait. Tu sais que moi, j'ai pas fini de te brosser. Dans le zen, la nature est au cœur de la pratique du quotidien. Potager en permaculture, création de petits étangs, plantation d'arbres, électricité verte. Ici, tout est réfléchi de manière à impacter le moins possible l'environnement. Tout droit venue d'Allemagne, Annette est devenue nonne zen il y a plus de 10 ans. Et cette ancienne jardinière a tout naturellement pris la responsabilité du potager. Par où je passe, Annette ? Là, ok. Je voudrais pas écraser. Non, là, c'est que de mauvaises tes plantations. Bonjour Annette, je suis Karine. Enchantée. Bonjour, enchantée. Je vais bénéficier de tes conseils. Hein. Donc, comment on vit quand on est nonne zen ? Je pratiquais des zazen depuis 20 ans avant je suis venue ici. Oui. Et c'était toujours mon rêve. Mais au début, ma fille était petite. Après, plus en plus de possibilités pour revenir ici. Et à un moment donné, tu as voulu rester là tout le temps, en fait. Oui, c'est ça. Dans le zen, c'est très spécial parce qu'on peut faire une vie sociale avec une profession, avec des familles un peu plus loin. Comme ça, comme ici. Hein. Comme ça, voilà, ici. Oui. Je plante pas assez de salade, hein, visiblement. Si mon père voyait ça, il me tirerait les oreilles. Ça va comme ça ? Oui. Très bien. Toi, quand tu as décidé de venir t'installer ici, ta famille, comment elle a perçu ce choix de vie ? Au début, pour mon mari, c'était un peu difficile parce que nous vivons pas ensemble longtemps. On voit très rarement et c'était pas facile pour lui, mais il comprit, c'est important pour moi et oui. Et il vient te voir ici parfois ? Oui, bien sûr. C'est peut-être une bonne façon de faire perdurer un couple aussi, de ne pas vivre tout le temps ensemble. Je dis rien. Cet travail pour la communauté, normalement, on pratique en silence. Ah oui, tout à fait ce que nous sommes en train de faire. Justement, le silence, c'est une des choses que tu as recherchées en venant ici. Oui. Par exemple, le matin, on ne parle pas. Avant la méditation, on ne parle pas. Avant le petit déjeuner, on ne parle pas.
Et vous parlez quand alors? À quelle heure? Après le petit déjeuner traditionnel, il y a un café et là, on peut parler. Donc là, il faut que je m'entraîne avec toi à ne pas parler peut-être. Parce qu'après, je vais venir déjeuner avec vous. Donc, Oui. je vais m'entraîner tout en plantant les salades. Packing the bags and setting up, planted lilacs and buttercups. Oh. In the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. Maybe years until the day my dreams will match up with my pay. Tous les légumes cultivés dans le jardin finiront dans les mains de Dominique, le responsable de la cuisine. Musicien et conteur dans une ancienne vie, il a rejoint le monastère il y a plus de 20 ans. Voilà Karine qui Voilà. revient du jardin. Annette m'a donné ça pour toi. Parfait. Du persil, du romarin. Ça va nous permettre d'agrémenter notre chou-fleur avec de la quinoa qui est en train de se faire. Super. Je vais rincer là rapidement le persil et Ouais. tu vas pouvoir me l'émincer. Très bien. Alors toi, Dominique, tu es ce qu'on appelle le tenzo. Alors, le tenzo, Qu'est-ce que ça c'est signifie le responsable de la cuisine dans un monastère zen. D'accord. Mais avant que tu viennes au temple, tu aimais déjà la cuisine? Oui, Oui, déjà. je cuisinais déjà. Bon, je veux dire, je suis un amateur, hein, j'ai jamais fait ça professionnellement. Il y a une forme de méditation quand on prépare la cuisine. Alors, c'est une méditation dans le sens que tout geste est concentré. On ne peut pas parler de cuisine à proprement parler bouddhiste, hein. D'accord. Il y a évidemment des orientations, par exemple le fait que c'est une cuisine végétarienne, hein, puisque nous respectons la vie Les êtres de tous vivants. les êtres, hein. On utilise des laitages, des œufs, on a d'ailleurs quelques poules. C'est Adèle qui s'occupe des poules du Très temple. bien. On ne mange pas de viande, mais on a quand même des protéines qui viennent des légumineuses, Bien sûr. du soja principalement. Donc moi je prépare un petit peu de gingembre pour relever ce plat. Il y a quand même du sucre dans les plats que vous préparez en dessert, Il y a ce genre un de petit choses. peu de sucre, oui. Mais peu quand même. On utilise mais très peu. Oui. Par exemple, le petit déjeuner de Genmai, c'est un gruau de riz qu'on sert pour le petit déjeuner chaque matin. C'est un déjeuner qui n'est pas sucré, hein, si ce n'est le riz, hein, qui est un sucre lent. Mais en général, la Genmai est suivie d'un petit déjeuner occidental, c'est-à-dire D'accord. café et thé Oui, quand avec même. des tartines. Il faut penser aussi aux gens qui viennent ici, je veux dire que ce ne soit pas un choc culturel trop violent. Il faut y aller crescendo. Passer la porte du dragon du monastère, c'est un peu comme traverser une frontière et se transporter en Asie. Et comme lorsqu'on voyage, il faut apprendre les coutumes locales et les codes de ce nouveau monde. Ainsi, chaque jour, à travers des cérémonies, Olivier enseigne aux nonnes, aux moines et retraitants les préceptes du zen. Lors de cet événement, on porte le kessa, l'habit traditionnel entièrement cousu à la main, le seul objet à pouvoir être vénéré. On a toujours cette image des moines bouddhistes en orange. Vous, vous êtes en noir. Pour quelle raison? C'est des différentes écoles. Ça veut dire qu'il y a le bouddhisme ou les moines tibétains sont rouges, mais c'est tous le kessa. C'est tous le même vêtement du Bouddha. Et dans notre tradition, c'est chinois-japonais, c'est noir. Comme celui-ci. Oui, ça c'est un petit kessa, le rakusu. Ouais. Ça on porte dans le quotidien. Et le grand kessa, ça on porte pendant la séance de zazen ou pendant les cérémonies. Et ça raconte quoi, là, le nombre d'années où on fait
Du zen ou pas du tout? Non. Les petits points, ça c'est le grain du riz. Ça c'est comme le champ du riz. On a ici, ça c'est avec de l'eau. Les rizières. Les rizières, oui, Ouais. c'est ça. D'accord, parce que le riz, c'est très important dans la culture. Oui, c'est ça. Qui a initié le kessa? C'est Bouddha Shakyamuni. Ouais. C'était légende que quand il a eu l'éveil, il était tout nu et bon, il a dit oui, il va enseigner, donner aux gens le dharma. Et sur le chemin, il a rassemblé toutes les tissus salés, moches, et il a lavé dans le Gange, dans le rivière. Et il a rassemblé, il a cousu dans une certaine forme. D'accord. Et c'était le premier kessa. Il a habillé avec ça. Et pour ça, le maître donne des kessas aux disciples. C'est le symbole de la transmission aussi, le symbole de la spiritualité de notre pratique. C'est quelle sensation quand tu portes le kessa? Le bonheur. Ah ben voilà. Vraiment. C'est ça. Oui, oui, Vraiment. c'est vraiment, c'est la pratique, c'est vraiment, oui. Tu es couvert de quelque chose, oui. Du bonheur donc. Du bonheur, oui. Oui, oui. On peut dire ça, pardon. Ah. S'il le faut, je viendrai les poncer. Oh, sur mon épaule, tes larmes, s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les Après avoir revêtu son kessa, tout le monde passe à table. Comme toutes les activités du temple, le repas est pris en silence et en conscience. C'est finalement une sorte de nouvelle méditation, puisqu'il allie la posture de zazen, la récitation de sutras et une gestuelle très précise. Puissent tous les êtres sensibles de l'univers recevoir égale nourriture. Tu connais comment je suis épuisé. Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les poncer. Pose sur mon épaule tes larmes, s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher. On nous dit tenir, toujours sourire. Pour qui, pourquoi jamais faiblir? Dis-tu fais quoi pour pas périr? On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi tu fais quoi toujours pour obéir? Ça va, Karine? Ça s'est bien passé? C'était une belle expérience. C'est vrai que quand on parle de manger en conscience, là on peut vraiment le faire sereinement. J'ai eu de la chance parce que pendant le repas, j'étais face à Claudine. Oui, Donc tu vois, j'ai suivi suivi. les gestes. Oui. Quand on ne sait pas quoi faire, on regarde, c'est ça. Rapidement, et tout de suite on fait. Ouais. On suit, voilà. Toi, ça fait combien de temps que tu viens ici? Oula, ça fait au moins 10 ans. 10 ans. Oui, il y a 10 ans j'ai commencé, je suis venue. J'avais beaucoup trop de stress au travail. Et je cherchais de la force. La première fois je suis arrivée, j'étais en zazen, c'était une séchine débutant. Et Olivier dit, si vous êtes venu pour résoudre un problème, vous n'allez pas y arriver. Okay. Et j'étais là et je dis, mince. Mais je suis restée assise. Qu'est-ce que tu as trouvé alors? J'ai trouvé du zen. Oui, c'est ça. Devenir zen. C'était incroyable. Oui. Je ne m'y attendais pas. Tu sais, quand tu lis un petit peu des choses sur le bouddhisme, on parle toujours de vie intérieure. Oui. Et à ce moment-là, c'est un petit peu ça qui s'est ouvert. Non, c'est la vie quotidienne qui a changé.
Ah, J'ai complètement changé mon travail. tu travaillais dans quoi? Project management, pardon, je viens avec mon allemand. Oh, ben c'est pas grave. Project management, informatique, industrie automobile. Ah oui, gros poste, beaucoup de responsabilités. Comment tu abordes ton métier maintenant? Ça a Maintenant, changé? j'ai complètement changé. Je fais du coaching, je fais du mentoring, je suis médiatrice. J'aide les personnes à mieux aider les autres. Voilà. Ta pratique, elle t'aide dans ton métier pour les autres? Ma pratique m'a apporté à ce métier, m'a fait changer de métier carrément. C'est énorme quand même. C'est un changement, non pas seulement intérieur, mais entier, qui s'est avéré pour moi. Il est temps pour moi de me retirer dans la maison prévue pour les retraitants. J'ai avec moi le sutra pour continuer à apprendre, parce que n'oubliez pas que le bouddhisme, c'est l'enseignement régulier. Et venez pousser les portes du monastère, vous serez toujours très bien accueillis et vous pourrez découvrir prochainement un sentier pédagogique qui vous dira tout sur le bouddhisme zen.